Oui, voilà, c'est bon. Alors, bonjour à tous. Donc, bienvenue pour ce midi Zoom sur les journées scientifiques. Je laisse aujourd'hui la parole à Marie Caillot, qui est postdoc au centre et donc qui va agir à titre de présidente de séance. On est déjà un peu plus d'une quarantaine de personnes en ligne. Alors, bienvenue et bon midi. Ok, donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous avons donc trois blitz et deux présentations. Et donc alors pour les blitz c'est environ 4 minutes, 3-4 minutes plus une ou deux questions. Et pour les présentations on est entre 12-15 minutes et environ 5 minutes de questions. Donc l'idée étant de finir à 13 heures. Donc, on va démarrer avec Arnaud Bouju de l'équipe de Sylvie Belleville qui va nous parler de l'entraînement de la mémoire de travail chez les personnes âgées. La COMT VAL 158 mètres module le transfert des bénéfices dans une tâche de mémoire de travail en réalité virtuelle. Donc, Arnaud, est-ce que tu peux partager ton écran? Parfait. Est-ce que c'est bon? Ouais. Bon, très bien, super. Merci Marie. Donc, dans l'étude que je vais vous présenter, on s'est intéressé à l'influence des variations du gène COMT donc sur les bénéfices associés aux entraînements de la mémoire de travail chez les personnes âgées. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on pressent que les interventions cognitives sont des outils de prévention du déclin cognitif pertinents pour limiter donc, le déclin et la perte d'autonomie surtout. La mémoire de travail est une cible privilégiée de ces interventions cognitives pour plusieurs raisons, et notamment deux principales. C'est que la mémoire de travail est un élément donc fondamental de la cognition, c'est-à-dire qu'elle supporte les activités complexes de la vie quotidienne, et en ce sens, elle est garante de notre adaptation au quotidien et de notre autonomie. Et la deuxième raison, c'est que cette capacité de la mémoire de travail tend à décliner avec l'âge. Donc, on sait que la COMT est impliquée dans la régulation du taux de dopamine dans le cortex cérébral, et notamment dans les régions frontales, parce que comme on peut le voir sur l'image au centre, là, les projections dopaminergiques sont nombreuses dans le lobe frontal, donc ces régions qui sont également impliquées dans le fonctionnement de la mémoire de travail. Alors, les individus peuvent avoir différentes variantes du gène COMT, donc différents allèles, c'est pour ça qu'on parle de polymorphisme VAL ou MET. L'allèle VAL ou MET vont avoir des conséquences différentes sur le niveau de régulation de dopamine dans la fente synaptique. Donc, si on regarde la synapse sur la droite, par rapport à l'allèle MET, on estime que l'allèle VAL génère une dégradation de la dopamine qui peut aller jusqu'à 4 fois supérieure à celle de la MET. Ce qui fait que le niveau de dopamine dans le cortex va être moins important pour ceux qui sont porteurs de l'allèle VAL par rapport à ceux qui sont porteurs de l'allèle MET. Et ça va avoir des conséquences sur la cognition parce que ceux qui sont VAL vont avoir tendance à avoir des représentations en mémoire de travail moins stables. Bon, c'est néanmoins léger comme effet. Si on regarde le graphique sur la gauche, on voit la concentration en dopamine et la performance cognitive. Donc, on voit que jusqu'à un certain seuil de concentration en dopamine, eh bien, plus on a de dopamine et plus la performance cognitive est élevée. Et chez des jeunes adultes, par exemple, eh bien, des homozygotes MET-MET vont être légèrement supérieurs en niveau de performance cognitive par rapport à des VAL-VAL. Alors, en contrepartie, si je puis dire, les VAL-VAL vont être moins sensibles, moins vulnérables à l'anxiété et à la dépression. Mais alors, qu'est-ce qui se passe avec l'âge? Eh bien, avec l'âge, on va avoir tendance à un glissement sur la gauche donc, du graphique, donc une diminution globale des performances cognitives pour tout le monde. Mais on voit surtout qu'il y a l'écart entre les VAL-VAL et les MET-MET a tendance à se creuser avec l'âge, ce qui fait que les VAL-VAL seraient une population peut-être plus vulnérable au vieillissement cognitif. Donc, c'est pour ça que dans cette étude, on va s'intéresser principalement aux VAL-VAL et on va les comparer aux porteurs d'au moins un allèle MET, c'est-à-dire MET-MET ou VAL-MET. Donc, pour faire simple, on va comparer les oranges aux bleus. Donc, l'objectif de cette étude, c'est d'identifier l'impact du polymorphisme du COMT sur les effets des interventions cognitives. Donc, si les porteurs d'un allèle MET montrent moins de déclin cognitif que les VAL-VAL,
on peut se demander quel va être l'impact sur l'effet des interventions. Est-ce que les bénéfices vont être plus importants pour les valvales ou pour les porteurs d'un allèlement? Selon Belander et collaborateurs, les bénéfices seraient plus importants pour les valvales. Néanmoins, ils ont fait cette démonstration sur la tâche entraînée. C'était la même tâche, mais avec des items qui étaient légèrement différents, mais c'était globalement la même tâche. Donc nous, ici, on va s'intéresser à faire cette démonstration sur d'autres tâches que la tâche entraînée. Et notamment une tâche en réalité virtuelle, parce que notre objectif, c'est d'améliorer le réalisme, entre guillemets, des mesures de mémoire de travail pour améliorer l'aspect écologique des tâches. Parce qu'on l'a vu et on va le voir, il se peut qu'il y ait des différences en fonction du réalisme des tâches. Donc, dans cette étude, on a recruté 60 sujets âgés auxquels on a fait passer un entraînement cognitif. Donc, dans cet entraînement d'attention, du contrôle attentionnel, ils s'entraînaient soit à mettre à jour les informations en mémoire de travail ou à inhiber les réponses dominantes ou automatiques. Cet entraînement durait 4 semaines. Et 4 semaines comprenant chacune 3 séances de 30 minutes. En parallèle de l'intervention, les participants étaient évalués à 5 reprises donc sur des mesures de mémoire de travail, donc des tâches de mémoire de travail classiques, en pan de phrase ou en pan alphabétique. Je ne rentre pas plus dans les détails de ces tâches-là, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser à la fin. Et surtout, une tâche de réalité virtuelle. Donc, dans cette tâche de réalité virtuelle, les participants étaient des passagers d'un véhicule. Donc, c'était une situation dans laquelle ils devaient indiquer à leur chauffeur la destination qu'ils souhaitaient atteindre. Donc, là, en l'occurrence, c'était Chaumignon ou Montfermeil. En parallèle de ça, on leur demandait de mémoriser le contenu verbal des informations transmises par le chauffeur. Alors, ça consistait en des séries de mots, de 12 mots. Donc, ils devaient effectuer ces 2 tâches-là en parallèle. Donc, suite à la collecte d'un échantillon salivaire, on a pu distinguer nos sujets selon leur polymorphisme génétique. Donc, on a 43 sujets disposant d'au moins un allèlement et 11 sujets homozygotes valvales. Donc, ça crée un déséquilibre au niveau de la répartition de l'échantillon, mais c'est représentatif de la population. Et voilà, pour prendre en compte ce déséquilibre et tenter de minimiser le biais de régression vers la moyenne avec les petits échantillons, donc on a décidé de fusionner de moyenner donc les deux premières évaluations et les 2 dernières pour avoir des mesures plus fiables. Donc les résultats, tout d'abord les tâches classiques de mémoire de travail, donc l'empan alphabétique et l'empan de phrase. Donc on voit dans les 2 cas une très nette amélioration avec le temps, donc qu'on soit porteur d'un allèlement ou valval, dans les 2 cas, eh bien, on s'améliore aux tâches de mémoire de travail. Donc ici, on voit que les performances sont très regroupées. Dans la tâche d'empan de phrase, on devine une tendance à ce que les porteurs de l'allèlement soient meilleurs que la valval. Malheureusement, ce n'est pas significatif ici, mais ça peut s'expliquer par la taille de l'échantillon. Quant à la tâche de réalité virtuelle, là, on voit une nette interaction entre les deux, entre les porteurs de l'allèlement qui progressent modestement et ceux de l'allèlement qui, au début, avaient un niveau baseline beaucoup plus bas, ont progressé davantage, si bien qu'à la fin, on ne peut plus observer de différence entre les groupes. Donc, si on doit résumer les résultats, on dirait que globalement, on a une amélioration sur toutes les tâches de mémoire de travail suite à l'intervention. On a un effet de groupe, c'est-à-dire un effet génétique, un avantage pour les porteurs de l'allèlement par rapport au valval qui est, je dirais, timide, c'est-à-dire que ça peut s'expliquer par la taille de l'échantillon. C'est que, par exemple, pour l'alpha-span, on ne l'observe pas. Alors, il peut y avoir différentes explications à ça. C'est, comme je disais, la taille de l'échantillon, mais pas seulement. Il y a le niveau d'exigence de la tâche qui peut faire que les différences s'expriment plus ou moins bien. Il peut y avoir un effet, mais qui n'est pas visible au niveau comportemental, c'est-à-dire qu'il peut y avoir au niveau
activations fonctionnelles des différences. Voilà. Donc, surtout, j'ai envie de dire, le résultat majeur ici, c'est donc cette modération du gène COMT sur la tâche de mémoire de travail en réalité virtuelle, où eh bien, on a un bénéfice plus important pour les VALVAL par rapport au MET, c'est-à-dire que les VALVAL ont quasiment rattrapé leur retard par rapport au MET suite à l'intervention. Donc, en conclusion, on peut dire que la tâche de mémoire de travail en réalité virtuelle est plus sensible que les tâches classiques. Alors, ouais, j'ai parlé des causes probables là précédemment, niveau d'exigence des tâches, la taille de l'échantillon, etc. Une autre cause possible, c'est la richesse, le réalisme de l'expérience offerte par l'immersion en réalité virtuelle qui serait plus à même de mettre en valeur des différences génétiques. Donc, pour conclure, on peut dire que les personnes âgées porteuses de la variante homozygote VALVAL pour le gène COMT ont un niveau de performance en mémoire de travail qui est inférieur à celui des personnes porteuses de la MET, mais que ce désavantage-là peut être compensé par le biais des interventions cognitives. Et voilà, je vous remercie. Merci Arnaud pour cette très belle présentation. On a quelques minutes pour des questions. N'hésitez pas à poser vos questions pour que je vous donnerai la parole en direct. Moi, j'en aurais une, c'est Pierre Inville. Merci Arnaud pour cette présentation. Il y a un élément que tu décris avec les allèles VALVAL. En fait, tu fais le lien entre la caractérisation génétique et l'activité dopaminergique, mais évidemment, le gène COMT est aussi impliqué dans le métabolisme des catécholamines en général, donc aussi, par exemple, la noradrénaline que l'on sait impliquée dans les mécanismes attentionnels. Est-ce qu'il y a, et là je te le dis en toute naïveté, là, parce que j'ai pas l'expertise pour évaluer l'impact sur d'autres neurotransmetteurs, mais il me semble que la noradrénaline pourrait être particulièrement importante dans le contexte de tâches qui exigent beaucoup d'efforts attentionnels. Eh ben, à vrai dire, c'est vrai que j'ai été guidé par la littérature sur les interventions, et donc c'est vraiment davantage sur la dopamine que le focus est mis. Donc c'est effectivement une piste qui serait intéressante à développer, mais je dirais que mes lectures, c'est-à-dire la littérature, vraiment m'engager à aller me porter sur l'explication dopaminergique. Maintenant, ça n'exclut pas, évidemment, d'autres explications complémentaires. Mm-hmm. Ouais. Merci. Moi, pour rebondir sur ce que tu dis, justement, j'aurais une petite question un peu naïve sûrement aussi, mais comment tu expliques ce lien justement entre la dopamine et la mémoire de travail par rapport à la littérature? Oui, ce n'est pas une question évidente, mais si je reviens sur le graphique, sur l'image ici, là où on voit la synapse. Donc, l'idée, c'est que en fait, le taux de concentration dopaminergique dans la fente synaptique va faire qu'on va switcher sur un récepteur ou un autre, le D1 ou le D2. Le D1 étant le système tonique, si je ne dis pas d'erreur, c'est quelque chose ça correspond à la stabilité des représentations en mémoire de travail, alors que le D2 est plus associé à la flexibilité, mais pas nécessairement en sens de flexibilité mentale, quoique, c'est en débat, mais néanmoins, il semble que favoriser le D1 serait préférable pour stabiliser les représentations en mémoire de travail, notamment quand on fait une tâche de Stroop, avoir toujours l'objectif, le but en tête. Et ça, la concentration, si elle est trop élevée ou trop basse, on va switcher davantage sur le D2 qui va être plus activé, les récepteurs D2 qui vont être plutôt activés. Alors que si on est plutôt sur une concentration intermédiaire, donc eh bien, comme les MET, on va aller sur du D1, donc de la stabilité des représentations en mémoire de travail. Le D2, je dis, ouais, c'est typiquement peut-être plus pour des VALVAL ou des MET qui sont très stressés.
Oui, c'est complètement là, c'est caricatural tel que je l'explique là, mais ça schématise à peu près comment ça se passe. J'ai une question de Florian Beauboeuf qui demande est-ce que tu as mesuré des marqueurs biochimiques tels le BDNF? Alors, ils ont été effectivement récupérés, mais ça ne fait pas partie, moi, de mes objectifs de recherche. Donc, moi, je me concentrais uniquement sur la quantité. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ok, bon. Eh bien, merci beaucoup Arnaud. On va passer donc à la Merci. présentation suivante. Ouais, si tu peux juste éteindre, voilà, super. Donc, on va passer à la présentation suivante. Il s'agit d'un blitz. Donc, c'est Marianne Lemay avec Sébastien Grenier et Marie-Michel Boudreau qui va nous parler de l'insomnie des proches aidants et ses associations avec les caractéristiques de l'aîné atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc, Marianne, si tu peux partager ton écran. Oui, à l'instant. Parfait. OK. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, là, je vous présente les premiers résultats là, de mon étude doctorale qui porte justement là, sur l'insomnie des proches aidants. Je vous présente les résultats là, au niveau de l'association là, avec les caractéristiques du malade d'Alzheimer. On sait là, que l'insomnie dans la population générale a plusieurs impacts négatifs, notamment sur la santé psychologique. Et il y a des définitions, des critères assez clairs là, pour définir l'insomnie, notamment dans le DSM, et des questionnaires aussi pour la mesurer. On sait également là, que les proches aidants de malades d'Alzheimer vont souvent rapporter des impacts, des conséquences là, en lien avec l'adoption de leur rôle, notamment le développement de difficultés de sommeil. On sait là, que la qualité de sommeil chez les proches aidants va avoir des conséquences nombreuses. Donc, ça peut exacerber, par exemple, leurs difficultés psychologiques et aussi influencer leur relation là, avec l'aidé. Et on sait qu'il y a des associations déjà là, entre la qualité de sommeil chez les proches aidants et des variables là, chez le malade d'Alzheimer, notamment là, le fait de présenter des SCPD, avoir plus de difficultés de sommeil, et aussi présenter davantage de dépression et d'anxiété. Toutefois, les résultats varient beaucoup d'une étude à l'autre, dépendamment des mesures utilisées. Et c'est pourquoi là, j'ai décidé de m'attarder à l'insomnie chez les proches aidants de malades d'Alzheimer, étant donné que ça n'a pas été fait dans ce contexte-là. Donc, on a utilisé là, vraiment un questionnaire qui était validé puis qui sert à mesurer l'insomnie. Et on s'est basé sur le fait là, que l'insomnie pourrait moduler, voire exacerber les difficultés qui sont déjà présentes chez les malades d'Alzheimer, chez les proches aidants. Et on croyait là, qu'en identifiant un peu les associations avec l'insomnie chez les proches, on pourrait mieux les identifier, les repérer et intervenir efficacement auprès d'eux. Donc, voici l'objectif là, de recherche, c'était de déceler quelles étaient les associations entre l'insomnie des proches et les caractéristiques chez le malade d'Alzheimer. Je me suis basée là, sur les études qui s'étaient faites là, sur la qualité du sommeil des proches aidants et je m'attendais à avoir un lien là, entre l'insomnie des proches et la détresse du malade, son niveau de fonction cognitive, son niveau d'insomnie aussi et sa qualité de vie. Pour ce faire, on a utilisé une méthodologie transversale auprès de 26 dyades. On a appliqué divers critères d'admissibilité. Là. Et je vous présente ici là, les résultats très brièvement de l'analyse de sensibilité. On a conservé les analyses non paramétriques étant donné que ça représentait mieux là, nos variables et notre échantillon. Ce qu'on voit, c'est que la seule variable qui était significativement associée à l'insomnie des proches aidants, c'était le niveau de qualité de vie du malade. Donc, c'est tous là, des questionnaires que vous voyez à gauche là, qui étaient validés pour mesurer nos différents construits à l'étude. Donc, ce qu'on peut retenir là, par rapport à tout ça, c'est que peut-être que l'insomnie des proches aidants de malades d'Alzheimer, c'est un phénomène plus individuel qu'interactionnel. Donc, j'ai un deuxième volet dans mon étude là, qui vise à étudier plus l'insomnie des proches aidants, puis les associations seulement au niveau du proche. Je vous dirais que pour le moment, les résultats tendent vers ça, donc un phénomène peut-être plus individuel. Cependant, ça nous questionne au niveau de la qualité de vie du malade, quel est le lien avec l'insomnie du proche.
Une des forces là, de ce devis-là, c'est le fait qu'on n'avait jamais utilisé l'ISI, qui est une mesure justement pour l'insomnie chez les proches aidants. Une des limites, évidemment, là, c'est le fait que ce soit transversal, on n'a pas de lien causal et certains questionnaires là, sont plus ou moins validés avec des personnes qui souffrent d'Alzheimer. Mais je pense que dans le futur, là, c'est assez pertinent là, d'avoir des études de plus grande envergure qui seraient longitudinales pour pouvoir mieux déceler justement les associations avec l'insomnie des proches et pouvoir mieux les traiter, mieux traiter leur insomnie et réduire leur détresse psychologique et augmenter leur bien-être ultimement. Donc, ça fait le tour rapidement. Je vous remercie de votre écoute, puis je suis là pour vos questions. Ok, merci beaucoup Marianne pour cette présentation très intéressante. Merci. Est-ce qu'on a des questions? En attendant que les personnes se... Ah, j'en ai une. Donc, d'Alexandro Anganu. Donc, l'échelle évalue l'insomnie chez les personnes qui aident les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Pouvez-vous nous en dire plus sur les critères qui ont été utilisés pour définir qui est réellement classé comme assistant? Et tenez-vous compte du temps que ces personnes ont passé avec les patients? Oui, bien, premièrement, là, on a tenu compte, oui, du nombre d'heures, par exemple, de contacts par semaine. Toutefois, on n'a pas utilisé là, cette donnée-là parce que c'était trop variable. Toutefois, pour être dans l'étude, il fallait qu'il y ait au moins 8 heures de contact par semaine avec l'aidé. Donc, on avait quand même un critère à ce niveau-là. Pour les critères là, par rapport à l'insomnie, il fallait obtenir un score d'au moins 10 sur 28 à l'échelle de sévérité d'insomnie. Puis, justement, ce questionnaire-là est vraiment basé sur les critères là, du DSM pour déceler l'insomnie. Donc, on avait quand même aussi là, un critère à ce niveau-là pour la sévérité d'insomnie. OK. Donc, moi, j'avais aussi une petite question. Comment est-ce que tu aurais une première piste d'interprétation justement pour expliquer pourquoi est-ce que le ressenti des patients peut influer sur le sommeil du proche? Mm-hmm. Ça peut être une piste d'explication qui pour cette association. Oui, ben en fait, je me questionne beaucoup là-dessus en ce moment. Je me demande si c'est pas plus le proche qui installe chez le malade peut-être une moins bonne humeur, une moins bonne qualité de vie en général. Ou dans l'autre sens, si le malade justement a plus de difficultés diverses, ça peut impacter surtout comment le proche aidant va vivre au quotidien. Puis ça peut impacter justement sur son sommeil. C'est pour ça là, que vraiment avoir un devis longitudinal, ça aurait été parfait pour cette étude-là, pour voir vraiment qu'est-ce qui s'installe avant l'insomnie. Donc, de mon côté, j'ai l'impression que c'est probablement plus, ça vient probablement plus du malade, mais mes résultats ne tendent pas vers ça. Donc, c'est difficile pour le moment de statuer. OK. Merci encore pour ta présentation. Merci à vous. Donc, on va passer maintenant à la présentation suivante. Donc, cette fois-ci, il s'agit d'une présentation de Jordan Granet avec Valentin Blanchard et Fanny Buquins. Et ça concerne les effets à long terme de l'arrêt d'un programme d'activité physique sur la trajectoire d'hommes et de femmes âgés. Donc, Jordan, si tu peux partager ton écran. Est-ce que c'est bon? Oui, parfait. Super. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter pour l'instant les résultats préliminaires donc, de l'étude effectivement sur les effets à long terme de l'arrêt d'un programme d'activité physique sur la trajectoire de vie des hommes et des femmes âgés. Et déjà, pour commencer, pour rappel, le vieillissement normal donc, chez les hommes et les femmes est caractérisé par des déconditionnements qui sont la perte de masse musculaire, qu'on appelle la sarcopénie, la perte de force musculaire qu'on appelle la dynapénie et l'augmentation de la masse grasse, souvent reliée à l'obésité, qui vont entraîner des diminutions des capacités fonctionnelles chez les aînés, entraînant qu'après l'âge de 65 ans, les hommes et les femmes vont passer plus de 50% de leur temps avec des incapacités. Donc la question qu'on s'est posée, c'est quelles sont les approches qui existent pour contrer ces déconditionnements ? Il y a une première approche qui est utilisée depuis longtemps, qui est l'approche pharmaceutique. Et on s'est rendu compte depuis le temps que la majeure partie des aînés aujourd'hui sont polymédicamentés,
ce qui va entraîner un plus grand risque d'effets indésirables ou d'interactions médicamenteuses, ce qui a donné lieu à d'autres recherches sur d'éventuelles solutions plus naturelles, et celle qui s'est avérée comme étant potentiellement la plus efficace et promulguée par l'Organisation mondiale de la santé, c'est l'activité physique. Seulement, quand on parle d'activité physique, quelles sont les approches qu'on peut utiliser? Il y a une étude réalisée dans notre laboratoire qui a montré donc que les entraînements en résistance chez les personnes de plus de 55 ans permettaient une augmentation de la force musculaire et de la qualité musculaire. Également, cette même étude a montré que les exercices aérobies entraînaient chez les personnes de plus de 70 ans des améliorations également sur la qualité musculaire et la force musculaire. Mais cette étude ne fait pas de compte-rendu sur quel type d'activité physique aérobie on peut utiliser. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à une autre étude qui, elle, regardait la différence entre des programmes d'exercice à haute intensité, qu'on appelle communément des HIIT, comparé à un programme d'entraînement continu aérobie. Et cette étude a montré qu'on avait une plus grande diminution de la masse grasse chez les participants qui avaient participé au programme HIIT que chez les participants continus, et également une meilleure augmentation de la VO2 max chez les participants du groupe HIIT. Ce qui montre donc que le groupe HIIT permet, avec un temps moindre d'entraînement, de meilleures améliorations que le groupe continu. Maintenant, sachant que c'est bien de s'entraîner, que ça a des bons effets, qu'est-ce qui se passe quand on arrête de s'entraîner? On tombe alors dans ce qu'on appelle maintenant le désentraînement, ce qui est, pour donner une courte définition, c'est le fait de s'être entraîné avant et de s'arrêter brusquement ou de manière progressive de s'entraîner en diminuant donc soit sa fréquence, soit son rythme d'entraînement. Pour les effets du désentraînement, dans la littérature, on a regardé une méta-analyse qui a utilisé plusieurs études en regardant les résultats post-études à ce post-désentraînement et qui a montré qu'il y avait une diminution de la force musculaire. Également, cette méta-analyse a montré que cette diminution de la force musculaire, elle variait en fonction du type d'entraînement et également en fonction de la durée de cessation de l'entraînement. Maintenant, une autre étude qui a regardé aussi le désentraînement après 7 semaines donc de désentraînement par rapport aux résultats à baseline cette fois-ci, a montré qu'effectivement, on avait une diminution de la force musculaire des membres inférieurs, mais que ces résultats étaient quand même supérieurs à ceux obtenus en baseline. Donc, on a quand même un effet, même après 4 mois d'entraînement, de protection de l'entraînement sur la diminution de la force musculaire. Également, cette étude a montré quelques résultats un peu plus nuancés sur les résultats au Time Up and Go, qui est un test de capacité fonctionnelle et de mobilité chez les aînés, et a montré qu'après 16 semaines de désentraînement, on avait quand même une conservation des résultats à ce test-là, c'est-à-dire que les résultats revenaient au même niveau qu'à baseline. Maintenant, si on revient à la méta-analyse dont je parlais plus tôt, elle a aussi montré que les personnes de plus de 65 ans étaient plus touchées par cette diminution de la force musculaire due au désentraînement, et également que les personnes qui étaient inactives étaient encore plus touchées par cette diminution de la force musculaire due à l'entraînement. Et quand on s'est intéressé aux études qui faisaient des comparaisons avec les valeurs baseline, on a trouvé cette étude faite en 2015 qui montre qu'effectivement, suite à un désentraînement long de 18 mois cette fois-ci, on a une diminution de la force musculaire, mais que celle-ci est atténuée en fonction de l'activité physique que pratiquaient les participants. Donc, plus on va s'entraîner, plus on va diminuer la diminution de la force musculaire induite par le désentraînement. Et également, cette étude a montré qu'on n'avait pas de modification significative du time up and go tout au long du suivi. C'est-à-dire qu'on n'a pas de modification des capacités fonctionnelles après un suivi de 18 mois. Cependant, si on regarde maintenant dans tout ce que je vous ai présenté sur la littérature, on se rend compte qu'il y a peu d'études avec des suivis de plus de 2 ans qui sont intéressés aux personnes âgées. Également qu'il y a peu d'études avec des suivis non prévus, parce que toutes les études que je vous ai présentées plus haut ont utilisé des suivis qui étaient prévus, donc les participants étaient au courant qu'ils allaient avoir des tests faits pendant leur désentraînement. Et également, il y a peu d'études qui ont été faites avec des suivis de plus de 2 ans comparant les valeurs baseline aux valeurs post-désentraînement. Et également, on n'a pas trouvé d'études, en tout cas à notre connaissance, qui regardent les effets à long terme de ces désentraînements suite à des entraînements en intervalle training. C'est pour ça que l'objectif de cette étude, ça a été d'observer l'évolution du désentraînement suite à un entraînement en intervalle training sur les paramètres fonctionnels et musculaires, en comparant les différences donc pré-entraînement, c'est-à-dire baseline, aux valeurs obtenues 2 ans après l'intervention, donc post-désentraînement.
Et donc, l'hypothèse, en accord avec ce qu'on a lu dans la littérature, c'était que oui, les personnes âgées allaient décliner, mais que leurs résultats après le désentraînement resteront quand même supérieurs à ceux obtenus en baseline. Donc, pour répondre à cette question, on a utilisé dans ce qu'on appelle dans notre laboratoire une étude de suivi, qui est une étude prospective, qui consiste à rappeler 2 ans après la fin d'une intervention nos participants de manière non prévue. C'est-à-dire que nos participants, pendant leur intervention, n'ont pas été mis au courant qu'ils allaient être rappelés 2 ans après. Suite à ce rappel, on va réévaluer les participants avec les mêmes tests qu'ils ont effectués pendant l'étude afin de pouvoir comparer les résultats pré-entraînement baseline à ceux post-désentraînement. Et donc, on a appliqué ce devis de l'étude suivie à une ancienne étude de notre laboratoire qui regardait l'impact des entraînements en continu ou en HIIT sur l'évolution des capacités chez les hommes et les femmes obèses de plus de 65 ans. Et donc, le devis initial, on avait 44 personnes au départ en pré-évaluation et au follow-up, c'est-à-dire 2 ans après, on avait 22 personnes. Donc, on a 22 personnes qui ont été réévaluées. Donc, pour ce qui était des tests effectués, on a effectué des mesures anthropométriques qui regardaient le poids, la taille et la tension artérielle. On a évalué la composition corporelle avec le DEXA et la composition musculaire avec le CT scan. On a regardé aussi l'évaluation des fonctions musculaires avec des tests de préhension, de puissance des membres inférieurs et de force des membres inférieurs. Et on a également regardé les tests avec des tests de capacité fonctionnelle. Donc ici, c'est les tests du SPPB, qui est une batterie de tests reconnue en gériatrie et validée chez les personnes âgées pour évaluer les capacités fonctionnelles. Et on a aussi utilisé également le test de 6 minutes, qui est un test validé chez les personnes âgées pour l'évaluation des capacités cardiovasculaires. Également, suite à tous ces tests, on a monitoré nos participants pendant 7 jours avec un capteur d'activité physique qui nous donnait les variations d'activité physique chez les personnes pendant 7 jours par jour. Donc, les premiers résultats que je vais vous présenter, ça va être sur l'activité physique. Donc, on n'a pas observé de modification du nombre de pas par jour de nos participants, mais on a quand même constaté que nos participants restaient aussi inactifs qu'avant l'intervention. C'est-à-dire qu'ils sont en dessous du seuil préconisé par l'Organisation mondiale de la santé de 7500 pas par jour. Donc, ils sont sédentaires. Également, au niveau du métabolisme, on n'a pas non plus remarqué de modification au niveau de l'activité physique. C'est-à-dire que nos participants restent inactifs. Ils restent en dessous du seuil de 1,5 mètres, qui est le seuil représentant le métabolisme de repos chez les participants. Et donc, quand on est inférieur à ce seuil, on est considéré comme inactif. Maintenant, au niveau des résultats qui sont maintenus dans le temps, on a observé qu'il n'y avait pas de variation de la masse grasse grâce au DEXA dans le temps, c'est-à-dire que nos participants n'ont pas plus ou moins de masse grasse à 2 ans après la fin de leur entraînement. Également, on n'a pas observé de différence au niveau de la force de préhension. Pas de différence non plus sur les tests de chair test, d'équilibre et de 4 mètres de marche pour les tests du SPPB. Et pas de variation de la distance de marche au test de 6 minutes, ce qui induit qu'il n'y a pas de variation des capacités cardiovasculaires chez nos participants. Maintenant, pour les résultats qui sont améliorés, on a constaté une amélioration de la puissance musculaire au test de l'Explorer, donc qui évalue la puissance musculaire des membres inférieurs. Et on se rend compte que 2 ans après, nos participants ont plus de puissance musculaire qu'au baseline. Également, on a constaté une amélioration au temps de la réalisation du time up and go, c'est-à-dire que nos participants ont été plus rapides pour faire ce test. Et ce test est connu pour évaluer la mobilité fonctionnelle des aînés. Donc, nos participants sont potentiellement plus fonctionnels 2 ans après des entraînements qu'à baseline. Maintenant, on a observé une détérioration dans nos résultats, c'est qu'on a une diminution de la masse maigre, donc potentiellement une diminution de la masse musculaire. Mais ce résultat est un peu à nuancer parce qu'on sait que ce résultat a été obtenu par DEXA et on sait que le seuil clinique du DEXA, le seuil clinique pour cette valeur est de 1 kg et le résultat qu'on a est inférieur à 1 kg. Et on sait que l'erreur potentielle du DEXA est à peu près égale à 700 grammes. Donc, ce résultat il sera à confirmer avec d'autres mesures qu'on va analyser ensuite, ce qui m'en fait venir ici aux perspectives de notre étude. On n'a pas eu le temps de faire les analyses complémentaires qu'on voulait faire à cause du Covid et de la fermeture des établissements, mais les analyses qui vont être faites plus tard, ça va être les analyses des données CT scan cette fois-ci,
qui vont nous donner des informations sur la composition musculaire et principalement sur la masse maigre. Également, on va analyser les journaux alimentaires que nos participants ont remplis sur 3 jours afin d'obtenir et d'analyser les apports protéiques et la balance énergétique. Et également, on va pouvoir analyser les questionnaires d'activité physique pour voir l'évolution des comportements vis-à-vis de l'activité physique. Également, les autres analyses qui vont être faites une fois que tous nos résultats seront collectés et traités, on va essayer de comparer nos résultats obtenus avec le HIIT par rapport à un groupe contrôle. On va effectuer des analyses de genre pour voir si les résultats varient chez les hommes ou chez les femmes. Et ensuite, on va utiliser ces résultats pour comparer avec d'autres modalités d'entraînement qui ont lieu dans notre laboratoire, notamment des exercices en résistance. Donc, les conclusions préliminaires pour l'instant, c'est qu'intervenir sporadiquement à l'aide d'un programme en intervalle training permet dans un premier temps d'empêcher la prise de masse grasse, d'améliorer la puissance musculaire, d'améliorer la mobilité au travers du time up and go et d'empêcher la perte de force musculaire et également d'empêcher l'atteinte des capacités fonctionnelles. Cependant, ça ne permet pas d'empêcher le déclin de la masse musculaire et on n'engendre pas de modification des habitudes de vie car nos participants sont aussi sédentaires et inactifs qu'avant de commencer l'étude. Cependant, pour nuancer ces résultats encore plus, on a remarqué quelques limites, c'est que nos participants sont quand même jeunes parmi les personnes âgées, c'est-à-dire qu'ils s'étaient situés entre 67 et 69 ans et on sait que le déclin est accru passé 65 ans. Donc, est-ce qu'on aurait eu ces mêmes résultats avec des personnes un peu plus âgées? On ne sait pas. Et également, malgré le fait que nos participants étaient obèses, ils étaient quand même autonomes et non fragiles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jordan, pour cette présentation. Est-ce qu'on a des questions? Alors, on attend. Ah, oui. Florian Beauboeuf, par rapport à la fin de l'entraînement, ça donne quoi les changements? Alors, on n'a pas encore regardé les résultats post des entraînements et post-suivi. Ça va être l'objet d'autres analyses aussi. On s'attend à ce qu'il y ait une diminution. Ce qu'on voit dans la littérature, c'est qu'il y a une diminution des résultats en général pour quasiment tous les facteurs musculaires et de capacité fonctionnelle. C'est un peu nuancé, mais c'est des analyses qui vont être faites aussi suite à ça. Ok. Une autre question d'Aline Moussard. Aviez-vous des mesures des fonctions cognitives? La seule mesure des fonctions cognitives qu'on avait, c'était le MoCA. Et il n'a pas encore été traité. Ok. Moi, j'avais juste une petite question, justement, comment est-ce que vous expliquez qu'il n'y a pas de modification des habitudes et comment est-ce qu'on peut justement essayer que ce type de traitement, s'ils sont positifs, que ça entraîne, ça engendre un changement justement en profondeur chez ces personnes-là? Au niveau des habitudes d'entraînement et de vie? Oui. C'est une question aujourd'hui qui est pas mal évoquée dans la littérature, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui participent à des programmes d'entraînement, mais il y a très peu d'effets sur les changements des comportements d'activité physique. Donc, ce qui ressort un peu dans la littérature, c'est qu'il faut vraiment mettre l'accent pendant les études sur les modifications et faire prendre conscience aux personnes des effets positifs. Mais je n'ai pas de réponse exacte à donner là-dessus. Je dirais que c'est beaucoup de la sensibilisation pendant les recherches qu'il faudrait de plus en plus faire. Ok. Bon, merci encore. Merci. On va passer donc au blitz suivant. Amélie Van Keukenberg. Désolée si j'ai écorché ton nom. Il n'y a pas de souci. Donc, tu peux partager ton écran et on t'écoute. Donc, tu as 4 minutes. Voilà, donc bonjour à tous. Le projet que j'aimerais vous présenter ici s'intitule « L'expérience de la douleur demande-t-elle de l'effort ?» Une approche multidisciplinaire afin d'investiguer les effets de la douleur sur la perception de l'effort et la performance. Donc, dans divers contextes, il a été montré que la douleur peut avoir un effet négatif sur la performance, mais les mécanismes derrière cette influence restent peu clairs. Or, leur compréhension semble primordiale pour réduire l'impact de cette interférence, aussi bien dans les populations cliniques que chez les athlètes, par exemple.
Donc, par ce constat, ce projet aimerait bien investiguer la possibilité que l'impact négatif de la douleur sur la performance soit en réalité médié par son impact sur la perception de l'effort. En effet, la théorie de l'intensité et de la motivation prédit que lorsque la difficulté d'une tâche augmente, la performance peut être maintenue, et ce, en allouant plus de ressources, un processus qui est accompagné avec une augmentation de la perception de l'effort. Donc, de ce fait, nous faisons l'hypothèse qu'en présence de douleur, la performance peut être maintenue, et ce, au coût d'un plus grand effort perçu. Alors, dans le cadre de notre projet, nous avons 3 études en cours, investiguant à la fois le volet moteur et le volet cognitif, l'effort étant présent dans les 2 domaines. Donc, dû à la Covid, ceux-ci ont été interrompus. Donc, je vais ici vous présenter l'étude cognitive pour vous illustrer un exemple du paradigme expérimental qui s'applique pour les 3 études. Donc, premièrement, concernant les variables indépendantes, des stimulations thermiques de 3 niveaux d'intensité possibles seront appliquées à l'aide d'une thermode, donc une petite plaque chauffante, sur l'avant-bras gauche du participant. Participants qui seront en bonne santé et ne présenteront aucun trouble neurologique. Donc, en même temps que la stimulation thermique, ceux-ci devront réaliser une tâche cognitive qui peut être de 3 intensités différentes, difficultés différentes, à l'écran comme ceci, qui sont respectivement soit une fixation de croix, un left-right ou un two-back. Concernant maintenant les variables dépendantes, l'effort perçu pour réaliser la tâche ainsi que la douleur perçue seront collectés après chaque essai. La performance sera également mesurée par le temps de réponse ainsi que leur exactitude. Et finalement, les réponses physiologiques sont également enregistrées grâce au système BioPac. Je vais maintenant passer aux résultats attendus. Dû à la Covid, on n'a pas pu les collecter. Je présente donc ici une opérationnalisation de nos hypothèses a priori, valable pour les 3 études. Alors, premièrement, on voit qu'en fonction de la difficulté de la tâche, on s'attend à ce que la performance varie, avec une performance plus basse pour une tâche de haute difficulté en comparaison à une tâche de faible difficulté. Maintenant, quand on prend également la stimulation thermique appliquée, on voit en présence de douleur, on s'attend à ce que la performance, curieusement, puisse être maintenue à travers les différentes tâches et les différents niveaux d'intensité. Finalement, on voit que la perception de l'effort en fonction de la stimulation thermique devrait augmenter, et ça en fonction de l'intensité de la stimulation thermique. Finalement, au niveau des perspectives, notre but avec ce projet, c'est principalement d'utiliser la notion de l'effort pour mieux comprendre les mécanismes impliqués dans l'autorégulation du comportement lorsqu'il s'agit d'atteindre un but. Finalement, les études futures aimeraient, entre autres, explorer à travers différentes mesures l'activité neuronale en lien avec la perception de l'effort, ou encore étudier sur le terrain des populations cliniques pour lesquelles la notion d'effort et de douleur sont des enjeux importants. Voilà, merci pour votre attention et je vous laisse finalement avec une vue d'ensemble pour vos éventuelles questions. Merci. Merci Amélie. Donc c'est donc une étude avec Pierre Rainville et Benjamin Pajot. Donc, avez-vous des questions? Donc, de Samira Mella. Ah non, c'est pour la présentation d'avant. Donc, pas de questions pour le moment. Moi, j'en aurais une petite, à vrai dire. Donc, tu dis que pour des études futures, on pourrait éventuellement étudier ça chez des populations pathologiques. Et est-ce que tu as une idée de quel pourrait être l'impact clinique, justement, d'investiguer ce type de dimension dans la pathologie? Oui, c'est ça. Donc, une idée qu'on a déjà eue en tête, c'est par exemple pour les tests neuropsychologiques. Donc, on voit par exemple que pour les démences précoces, les patients peuvent rester dans des normes tout à fait des normes. Et donc, on ne remarque pas que la démence précoce est déjà installée. Par contre, on pourrait investiguer peut-être la notion de l'effort pendant ces tests neuropsychologiques en se rendant compte que, OK, la performance est dans les normes, mais par contre, l'effort investi pour avoir cette même performance est beaucoup plus important. Et donc, à ce moment-là, on pourrait encore plus vite détecter les démences précoces et les prendre en charge de manière plus efficace. Très intéressant. Ouais. OK. Bon, pas d'autres questions. Donc, je te remercie, Amélie. On va passer à la présentation suivante. Merci. Et donc, le dernier blitz de la journée, donc avec Jude Nashabé,
qui travaille avec Jean-Philippe Gouin et qui va nous parler de Age as a Moderator in the Association between Stress and Insomnia. Oui, merci. Désolée. Ok. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Today I'm going to talk about the association between stress and insomnia. Thank you so much for letting me present today at your conference. So what is insomnia? Insomnia is defined as the difficulty of falling or staying asleep, and it's prevalent among older adults, with 20% of older adults experiencing chronic insomnia symptoms. The etiology of insomnia in older age is multifactorial, with exposure to stressful life events as one factor associated with an increased risk of insomnia. So some conceptual models of insomnia suggest that exposure to stress leads to an increased physiological and emotional arousal that interfere with sleep onset and maintenance. Additionally, older adults tend to exhibit larger physiological and emotional arousal responses to stress, rendering them more susceptible to stress-related insomnia. So the goal of the study was to examine the relationship between stress and insomnia on older, younger, and middle-aged adults with chronic insomnia. So after going through rigorous screening procedures, our 62 insomniacs participants came in for our first polysomnography night, where we ruled out other sleep disorders, including sleep like apnea and others. Then 2 weeks later, they came in for a second polysomnography night, where we evaluated their sleep architecture, that is the objective measure of sleep. So between those 2 polysomnography nights, they completed a stress diary after going to bed at the end of each day. And then they also completed other self-report measures, such as the ISI and PSQI, that measure subjective sleep quality and severity. So the ISI asked participants to rate the last 2 weeks severity of insomnia problems, whereas the PSQI asks participants to rate their usual sleep habits in the last month. So what did we find? So we ran multiple regressions, and we looked at the interaction of age and stress in predicting sleep quality and insomnia severity. The interaction of stress by age in predicting ISI was statistically significant. However, the interaction of stress by age in predicting PSQI and the objective measure of sleep efficiency was not significant. So here's a visual of our results, graphed at -1 and +1 standard deviation of the mean of age. So as we can see here from the simple slopes, that there is a significant association between stress and ISI for older adults only, but not for younger ones or middle ones. If we collapse those 2 points, it'll be here, whereas like the older adults, it's right up here. So this is pretty much significant. So the study shows a stronger association between exposure to stressful events and insomnia severity among older adults, and this association could be explained mainly due to larger physiological and emotional arousal in older age. So even though insomnia severity and the need for sleep decrease with older age, age is not a malleable factor and cannot be prevented. So this is why a better understanding of the factors associated with stress-induced insomnia in elderly may help with the development of new interventions to target stress management to improve sleep among older adults. Thank you. Any questions? Okay, thank you, Jude. So, Christian, no, Christian.
Alexandru. Maybe he missed that, but can you repeat, please, how the stress was quantified? How stress was quantified? Sure. So we had a stress diary, and there was a bunch of questions on it. Some were like, oh, like how did you feel that today you had a very hard or difficult task, like in your work, or were you really annoyed at some particular things? And then they would have to complete those same questions, stress diary, over 14 days. And then we collapsed all those answers. We created a new variable with the average of all of them, and that's the one that we used for in our analysis, pretty much. Okay. Hello. Oui, on t'entend. Thank you very much for this answer. Yeah, I had challenges with the microphone. So basically, if I understand correctly, your answer, this means that the stress actually is a subjective measurement? Yes, exactly. So you had a subjective measurement on 64 participants in two groups. Pardon me? Can you say that again? So is 64 participants, two groups, let's say like even if you take it 50-50, you have 30 participants per group with a subjective measurement that you want to use to analyze the insomnia influence, the age and insomnia? Yeah, so like all 62 participants, all of them have insomnia. And all of these ones, they were asked to complete those subjective measures of sleep, so the sleep diaries before going to bed. So all of them, not half of them. Okay, thank you very much. No problem. Okay. Thank you, Jude. Thank you. Donc, c'est terminé pour aujourd'hui. Je remercie les conférenciers pour toutes ces belles présentations, et je vous remercie tous d'avoir assisté à cette journée scientifique. Il y a une nouvelle journée scientifique la semaine prochaine à la même heure, mardi. Et voilà, bonne journée à tous. Merci, Marie.